Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45 chaque 4e samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Depuis à peu près 10 ans maintenant, la rupture conventionnelle est devenue un instrument de plus en plus utilisé par les entreprises pour organiser le départ de leurs salariés. Je souhaiterais aujourd'hui faire un point avec vous sur ce sujet et en analyser à la fois quels en sont les avantages et les inconvénients d'un point de vue employeur ou d'un point de vue salarié. Mon invité aujourd'hui est Hugues de Poncin. Hugues est avocat de droit social au sein du cabinet Menlo Avocats et va partager avec nous sa pratique professionnelle. Hugues de Poncin, bonjour. Bonjour Mireille. Merci de vous prêter à cette interview aujourd'hui. Merci à vous. Ma première question probablement est, la rupture conventionnelle a été créée il y a une dizaine d'années environ, et je voudrais savoir si vous savez quelle est l'ampleur du phénomène qu'elle a pris, et qui est, je crois, aujourd'hui même encore d'actualité. Oui, la rupture conventionnelle, c'est sans conteste un succès. Nous sommes à environ 450 000 ruptures conventionnelles par an. Le processus donc a été créé il y a près de 10 ans, donc effectivement ça marche. Ça marche tellement bien que le législateur a créé la rupture conventionnelle collective, même il y a 2 ans, les ordonnances Macron. Et on apprend même aujourd'hui que aujourd'hui dans les débats à l'Assemblée nationale que le process devrait même être élargi aux fonctionnaires. Donc à titre de test pour l'instant, mais on voit bien que dans le secteur privé ça a bien marché et que du coup la fonction publique maintenant s'intéresse à ce qui se passe sur le secteur privé. En fait, il est souvent demandé ou par le salarié ou par l'employeur, mais bien sûr qu'il soit demandé par une partie ou par l'autre, même si a priori il s'agit d'un accord, les raisons sont extrêmement différentes et les façons de réagir à cette demande d'accord conventionnel ne sont pas toujours évidentes, non ? Effectivement, l'employeur a ses raisons, le salarié a ses raisons. Alors, le salarié, lui, il peut en avoir plusieurs. D'abord, il peut se sentir mal là où il est et il a envie de partir. Et il n'a pas envie forcément de prendre le risque d'une démission. Il n'a pas envie de prendre forcément le risque d'une démission. Il n'a pas forcément de job derrière, donc il veut pouvoir toucher les indemnités chômage. Et puis également, il ne faut pas oublier que lorsqu'il part, à différence de la démission, non seulement il a un préavis j'ai envie de dire qui est réduit, surtout s'il est cadre, et puis il touche une indemnité conventionnelle de licenciement, ce qu'il ne touche pas lorsqu'il est en démission. Donc c'est effectivement plus intéressant pour lui. Quels sont les cas où il démissionne réellement ? Parce que j'ai beaucoup de mes clients qui me disent « j'aimerais partir, je suis le grand jeu, vous le connaissez, vous le voyez aussi bien que moi ». C'est le salarié qui arrive, qui commence à chercher un job ou qui commence par trouver un job et qu'une fois qu'il a à peu près la lettre d'embauche en face de lui, à ce moment-là, il va voir son patron et il dit « à propos patron, je voudrais négocier une rupture conventionnelle ». Oui, parce que la procédure de rupture conventionnelle dure grosso modo du jour où vous commencez la procédure jusqu'à la fin, ça dure à peu près 1 mois et demi. Lorsque vous démissionnez, notamment lorsque vous êtes cadre, vous avez 3 mois de préavis. Donc, démission plus préavis, donc vous ne partez qu'au bout de 3 mois. Donc, effectivement, la rupture conventionnelle est intéressante. Pourquoi ? Parce que vous êtes libéré plus tôt. Vous touchez quelque chose. Vous touchez une indemnité de conventionnel de licenciement et vous pouvez promettre à votre futur employeur d'arriver dans un délai relativement bref. Donc, effectivement, vous avez très très souvent intérêt à le faire. Alors, de l'autre côté, l'employeur, pour lui, il faut comprendre que c'est quelquefois une décision qui est difficile à prendre parce que lui-même est obligé de débourser de l'argent. Ce qui lui fait pas forcément plaisir. Ensuite, il y a quelqu'un qui part rapidement.
donc au bout d'un mois et demi. Donc a priori sur des fonctions un peu complexes, la personne n'aura absolument pas le temps de former son successeur. Exactement. Sauf s'il est pris en interne. Exactement. Et en plus, il faut trouver un successeur. Donc quelquefois, il faut engager des frais même pour trouver un successeur. Un successeur qui aille bien et qui travaille bien dans son poste. Donc on voit bien que c'est un process un peu complexe, très intéressant pour le salarié dans certains cas, beaucoup moins pour l'employeur. Bien sûr, donc le salarié de toute façon en général essaie de le demander. C'est très rare que les gens ne le demandent pas. C'est de plus en plus salariés de le demander. Alors là, on a une statistique en ce moment, les ruptures de contrat de travail, il y en a environ 40%. Qui correspondent à des démissions quand même. Donc le premier motif de rupture de contrat de travail reste quand même la démission. Donc il y a des gens très honnêtes qui disent bon ben voilà, je termine une partie de ma vie et je vais en faire une autre. Voilà, sachant qu'on a dans les dernières statistiques, on est à peu près sur dans les ruptures de CDI, on est sur 40% de démissions et 10% à peu près de rupture conventionnelle. Donc on voit bien que depuis 10 ans, on était à 0, donc on est remonté à 10%, et puis sur les démissions, on devait être autour de 50 et on descend à 40. Donc c'est vraiment les vases communicants de l'un à l'autre. Exactement. Donc la rupture conventionnelle de la part du salarié vient aussi souvent dans des cas qui sont un petit peu moins évidents, où le salarié a l'impression d'être harcelé ou en léger burn-out ou dans ce type de choses-là. Et quels seraient vos conseils dans ce cas-là, ou comment est-ce qu'ils viennent vous voir et comment vous réagissez quand ils vous parlent de ça? Alors, parce qu'on rentre dans un débat qui peut être très long. Absolument. Alors, en préliminaire, effectivement, la rupture conventionnelle est extrêmement souple et j'ai envie de dire a été très favorisée par un travail jurisprudentiel qui a permis de rendre le système extrêmement ouvert. C'est-à-dire que contrairement au licenciement où il est très difficile de licencier un salarié qui subit un harcèlement moral et surtout qui a dénoncé un harcèlement moral, c'est très compliqué parce que ça peut entraîner une nullité du licenciement. Là, sur la rupture conventionnelle, les parties sont beaucoup plus libres. On peut signer une rupture conventionnelle et la rupture conventionnelle est licite en situation de harcèlement moral. Elle est licite en situation d'accident du travail. Elle est licite lorsque le salarié est en congé. Il y a comme ça beaucoup de souplesse donnée à ce process qui fait que lorsqu'il y a un litige sur les conditions de travail, comme par exemple du harcèlement ou une maltraitance, une difficulté, un malaise, un problème de santé au travail, c'est, j'ai envie de dire, une solution de sortie. Par le haut ? Oui, plutôt par le haut, ça c'est sûr. Et pour les uns et pour les autres, facile et j'ai envie de dire juridiquement relativement bordé. Donc oui, tout le monde ressort plutôt la tête haute, c'est-à-dire que dans les dîners en ville, c'est plus facile de dire que on était d'accord, on s'est mis d'accord pour arrêter plutôt qu'un licenciement pour motif personnel, ce qui veut dire très souvent motif pour faute simple ou faute grave, c'est quand même beaucoup plus facile. Dans ces cas-là, est-ce que la rupture conventionnelle s'accompagne d'une transaction derrière ? Alors, c'est un sujet très délicat. C'est un sujet, oui. Alors un petit peu technique, c'est-à-dire que. Parce que je rappelle juste l'historique. Avant, quand la rupture conventionnelle n'existait pas, il y avait le grand jeu entre l'employeur et son salarié, c'était de se mettre d'accord quand chacun était d'accord pour que l'autre parte, enfin que pour le salarié parte, se mettre d'accord sur une faute suffisamment grave et suffisamment vilaine pour que le salarié puisse avoir une excuse à montrer ou une lettre à montrer pour expliquer pourquoi il avait touché plein d'indemnités. Alors vous me direz aujourd'hui, on en touche un peu moins et on reviendra là-dessus grâce ou à cause des ordonnances Macron. Mais je me rappelle et on l'a réévoqué l'autre jour ensemble, quand le salarié était d'accord pour recevoir une lettre très vilaine disant qu'il avait fait une faute très grave qui ne serait montrée à personne, ça n'empêche que le jour où il le recevait, son attitude avait quand même tendance à changer. Il disait mais c'est pas possible, je peux pas imaginer que quelqu'un puisse un jour éventuellement, même par accident, tomber sur cette lettre et voir ça de moi. Donc ça remettait la transaction quelque part en stade zéro et on pouvait recommencer le process dans des conditions beaucoup plus désagréables pour les deux parties. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, au moment le schéma que vous décrivez, c'était une sorte de montage où on se mettait plus ou moins, quelquefois plus d'ailleurs,
d'accord sur une transaction et il fallait créer un peu artificiellement un motif de licenciement pour pouvoir causer, c'est-à-dire donner une cause à la transaction. La transaction est un contrat et un contrat qui doit être causé, donc qui doit avoir une cause au sens du code civil. Et donc il fallait créer un petit peu artificiellement un litige. Donc comme vous dites, le jour de la réception de la lettre de licenciement, puisqu'on passait obligatoirement par l'envoi d'une lettre de licenciement, il pouvait y avoir un certain malaise ou un certain inconfort, et du côté salarié qui se voyait adresser des reproches assez forts, et du côté de l'employeur où on était quand même en situation juridique assez instable. Là, on a un système qui, il faut avouer, est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que on ne réclame aucun motif, et à la limite même il faut aucun motif, et il est préférable de formaliser. Parce que sinon ça peut être requalifié, j'imagine. Parce que sinon ça peut être requalifié. Si par exemple c'est basé sur des problèmes économiques de l'entreprise, ça pourrait être rebaptisé en tout cas il pourrait y avoir une menace de baptême en licenciement économique. La même chose pour une faute simple, ça pourrait être un licenciement pour motif personnel déguisé. Donc on recommande effectivement de ne mettre sur papier avant aucun motif précis. Donc du coup, ma question le système est effectivement beaucoup plus simple que le licenciement avec la transaction avant, puisque maintenant, dans l'indemnité conventionnelle, en fait, le système veut que on prévoit le versement aux salariés d'une indemnité qui soit au minimum le montant d'indemnité conventionnelle. Donc on peut faire plus. Au minimum, le montant d'indemnité de licenciement prévu dans la convention collective. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on peut prévoir plus. Donc on peut prévoir l'équivalent d'une transaction d'avant. Et ben voilà. Et donc c'est beaucoup plus simple. On se met d'accord sur ce formulaire depuis le début, on n'a pas de problème. Cela dit, il arrive quelquefois que pour des raisons de dossiers un peu particuliers, on ait besoin ou on ait envie ou on passe par une transaction qui d'ailleurs peut être postérieure. On pourrait l'imaginer même antérieure à la rupture conventionnelle. Qu'elle serait éventuellement un peu antidatée ? Oui ou non. Oui, effectivement. Alors bon, nous ne dirons rien. On ne dira rien. Mais surtout, non. Ce qu'a prévu la jurisprudence dans ce cas-là, c'est que oui, ok pour le principe de la transaction, mais la transaction ne doit pas porter sur les motifs du départ et les motifs de la rupture conventionnelle. Elle doit porter sur les conditions de travail antérieures, évidemment, à la rupture du contrat de travail. Comme par exemple des problèmes d'heures supplémentaires, comme par exemple des problèmes de santé au travail, comme des retards de primes. Donc voilà, un certain nombre d'incidents peuvent faire l'objet de transactions postérieures, mais obligatoirement, elle ne doit pas porter sur les motifs de la rupture conventionnelle, sinon elle est déclarée nulle. Est-ce qu'on pourrait maintenant, dans la deuxième partie de l'émission, on a regardé quand est-ce que le salarié demandait une rupture conventionnelle, mais il est malheureusement encore très fréquent que ce soit à l'initiative de l'employeur. Et j'aimerais que vous nous disiez dans quel cas l'employeur la demande, quels sont ses avantages, quels sont les inconvénients éventuellement pour le salarié, et qu'est-ce qui se passe en vrai aujourd'hui. Alors, il y a, j'ai envie de dire deux catégories de cas dans lesquels l'employeur intervient, échange avec le salarié en lui disant écoute, il y a un certain nombre de difficultés et donc il faudrait penser à se séparer, et il y a la rupture conventionnelle. J'en vois deux. Il y a le cas, j'ai envie de dire, du comportement, on va dire entre guillemets, insuffisant ou de la faute commise par le salarié, où on est clairement en cas dans un problème de faute, et plutôt que de passer par un process de licenciement qui reste quand même assez lourd, qui nécessite l'envoi d'une lettre de convocation d'entretien préalable, qui nécessite un entretien préalable avec un certain nombre de garanties données aux salariés, qui nécessite la rédaction d'une lettre de licenciement, même si tout ce process a été bien allégé par les ordonnances Macron, ça reste quand même assez dur, avec un aléa qui est la remise en cause qui est la contestation bien sûr devant les prud'hommes, bien sûr. Et il faut avouer que dans ces cas-là, c'est vrai, et d'ailleurs ça a été fait pour ça, ce process. Très souvent, l'employeur tente la rupture conventionnelle en disant voilà, moi de toute façon, ça sera plus facile, donc j'essaye de toute façon. Comme le salarié qui veut démissionner, il tente la rupture. Il touchera de toute façon la même indemnité que si je le licenciais, en tout cas pour cause réelle et sérieuse. Il sortira relativement rapidement et touchera le chômage. Donc il a
très souvent, tout le monde a intérêt en fait à utiliser ce dispositif. Bien sûr. Donc j'ai envie de dire, c'est bien en ce sens-là, c'est vertueux, c'est intéressant pour tout le monde. Il y a un deuxième cas dans lequel, où objectivement il faut se le dire, c'est lorsque l'entreprise a un problème de poste qu'elle ne peut pas conserver. Alors normalement, c'est de l'économique. On doit passer un licenciement économique. Qui est un petit peu compliqué. Voilà, qui est compliqué, qui nécessite des conditions qui sont assez drastiques. Il faut des difficultés économiques, c'est ça le principe de base. C'est pour licencier quelqu'un avec un motif économique, il faut des difficultés économiques. Et c'est sur plusieurs semestres ou trimestres exactement. ou mois. Tout ça a changé ça a été amélioré, j'ai envie de dire, par exemple, Macron, mais enfin, ça reste quand même dans un carcan. Et c'est vrai que vous avez, par exemple, des situations où on a besoin de supprimer un poste, sauf qu'on n'a pas de difficulté économique. Je comprends très bien. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas licencier sur... C'est compliqué de licencier pour motif économique alors qu'on n'a pas de motif économique, c'est-à-dire qu'on met en branle un process pareil qui est assez compliqué et en plus dont on sait que... Et qui est chronophage. Chronophage, et en plus on sait qu'on va se faire retoquer derrière éventuellement par un conseil de prud'homme. Donc il y a pour un certain nombre de situations qui sont comme ça un petit peu... en marge, la possibilité de trouver un moment de dialogue ou un motif de dialogue autour de ce motif-là, et avec la liberté pour les deux parties d'abord définir les délais de départ, ce qui est quand même intéressant, puisqu'on peut... Il y a beaucoup plus de souplesse. C'est très souple. On peut, la procédure dure, je vous ai dit, un mois et demi, mais c'est un minimum, un mois et demi. Donc on peut décider aujourd'hui que le salarié partira dans 4 mois. Exactement, tout à fait. Ou dans 6 mois. Absolument. Dans 4 mois ou dans 6 mois. Donc ça permet aussi à la personne de chercher, aux parties de s'entendre. Bien sûr. Et puis également sur la somme, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le salarié peut partir avec une indemnité conventionnelle, il peut partir également avec plus. Bien sûr. Et on peut imaginer, par exemple, qu'ils partent au moins avec le montant de préavis qu'il aurait touché si jamais il avait démissionné ou s'il avait été licencié. Bien sûr. Puisqu'il part plus rapidement, il part au bout d'un mois et demi, alors s'il était cadre, il serait donc pour l'entreprise, ça fait quelque chose qui de toute façon était dû et qu'elle peut réallouer un petit plus, avec plus de générosité. Voilà, exactement. Alors avec quand même un petit bémol, parce que il faut en parler quand même, c'est que attention, toutes ces sommes qui sont données supérieures au minimum légal, elles sont taxables. Créent surtout de la carence au niveau Pôle emploi et donc retardent le versement de vos droits chômage. Donc ça aussi, c'est un petit calcul à faire. Dans le nombre de jours, oui, voilà, tout à fait. Il y a un petit calcul à faire. Il faut quand même faire attention et pas se précipiter pour être certain que l'équation financière à la fin est intéressante pour le salarié et également, j'imagine, pour l'employeur. Et c'est vrai qu'il y a le moyen de sortir gagnant-gagnant. Mais il faut vraiment se poser des questions. Mais il faut réfléchir un peu sur le process. Ouais. Est-ce qu'il y a, mis à part ce que vous évoquez là, des bourdes ou des choses que vous avez vues, des erreurs qui arrivent fréquemment par mes interprétations des textes, par mes connaissances, par idées vagues sur le sujet? Qu'est-ce que vous voyez comme à la fois du côté de l'employeur et du côté du salarié? Alors il y a plusieurs erreurs. Il y a effectivement un mauvais décompte, c'est-à-dire que un décompte, on se trompe. D'abord, on se trompe sur le calcul, puisque on peut se tromper sur le calcul de l'indemnité conventionnelle. Il faut bien reprendre sa convention collective pour bien calculer, variables compris, les 12 derniers mois ou les 3 derniers mois. Donc il y a déjà tout un travail comme ça sur lequel on peut se tromper. Et même le DRH parfois se trompe. Et même le DRH peut se tromper. Il y a, c'est ça, cette équation par rapport au Pôle emploi, c'est-à-dire que toutes les sommes qui sont données, qui sont supérieures à l'indemnité légale, donc au minimum rentre dans légal, le délai de carence. Crée un délai de carence, et donc attention que le salarié n'oublie pas ça, parce que si c'est pour se retrouver avec un moins gagnant que quand il et perdre 4 mois ou 5 mois de chômage, c'est pas du tout intéressant. Donc il y a ça. Il y a également des erreurs souvent, et c'est pour ça que très souvent, on fait appel à des avocats, oui, bien sûr. Les spécialistes ont fait appel parce qu'il y a un décompte des jours et des délais qui est assez compliqué. Il y a une première période de 15 jours calendaires, après c'est des jours ouvrables, donc qui sont perturbés évidemment par des jours fériés qui arrivent, des samedis, des dimanches, enfin voilà. Donc il y a et tout ça peut rendre la procédure nulle. Et tout ça peut effectivement donner lieu
à un retocage par la direction départementale du travail, parce que vous savez que chaque rupture conventionnelle donne un document CERFA qui doit être rempli avec l'ensemble des détails de la rupture conventionnelle, et donc qui doit être visé et approuvé par l'administration. Et donc l'administration, si un certain nombre de garanties, notamment de délais, sont pas respectées, peut refuser, peut retoquer. Ouais. Même si c'est relativement rare statistiquement, en nombre c'est quand même très important, puisque encore une fois on est à peu près à 450 000 ruptures conventionnelles par an, donc un pourcentage même de quelques pourcents sur 450 000, ça fait quand même beaucoup. Bien sûr, donc c'est principalement une mise en place administrative un peu complexe pour entrer dans le phénomène. C'est ça, j'entends. Et puis il y a pour certains postes aussi des problématiques post-contractuelles qu'il faut également aménager. C'est-à-dire qu'il y a la restitution matérielle qui quelquefois peut être un peu délicate lorsque le salarié part, restitution des voitures de fonction, restitution des ordinateurs, restitution des données également, tout ça c'est des problèmes. Mm-hmm. Et puis la fameuse clause de non-concurrence que vous pouvez avoir dans le contrat. Et là aussi, attention, bien vérifier au moment de la signature de la rupture conventionnelle qu'il y a ou pas une clause de non-concurrence, qu'on veut maintenir ou pas, puisque en fonction des dispositions prévues dans la convention collective, il se peut qu'on se retrouve dans des situations où, une fois que le départ est acté, l'employeur ne peut pas revenir sur l'obligation sur cette obligation de non-concurrence et ce versement d'une indemnité de non-concurrence, et donc il se retrouve à devoir payer des sommes qui n'étaient pas provisionnées. Donc l'employeur n'est pas forcément toujours d'accord. Oui, effectivement, au lieu de partir sur un accord, tout le monde partait avec le sourire, on se retrouve avec cette petite épine dans le pied. Bien sûr. Comme il peut y en avoir d'autres, d'ailleurs, épine dans le pied. Donc c'est pour ça que très souvent, en réalité, et notamment pour les cadres, on fait appel à des professionnels, notamment des avocats, pour encadrer. Alors déjà en amont, pour réfléchir avec l'employeur sur la façon dont ça va se passer, et rassurer l'employeur déjà. Exactement, et le choix également de rupture de contrat de travail, et puis ensuite sur la mise en route. Oui. Vous me disiez aussi que, en fait, la taille de l'entreprise avait beaucoup à voir aussi sur l'utilisation et la pratique de la rupture conventionnelle, parce que souvent, je suis une petite entreprise moi-même, et je comprends très bien la position du patron d'entreprise à qui son salarié dit en fait, j'aimerais bien que tu me laisses partir, je veux créer ma boîte, ou je veux trouver un autre job, mais je veux prendre un peu de temps pour moi, enfin, quelle que soit la raison, et je voudrais faire une rupture conventionnelle. Le patron peut se retrouver dans une situation un peu compliquée où il n'imagine pas, où il a le choix soit de dire non, et il passe pour quelqu'un de désagréable qui ne valorise pas la fidélité de son salarié jusque-là, ou il dit oui, et il a deux risques. Le premier, c'est de payer quelque chose d'assez important eu égard à son cash en banque. Et numéro 2, d'ouvrir une pratique dans son entreprise qui jusque-là ne l'acceptait pas. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, il y a une sorte de politique, RH, qui sont adoptés par les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, parce que ça peut affecter autant une petite société qui voit partir un, peut-être deux de ses employés qui sont clés, que les grandes structures où elles se disent que si elles commencent à ouvrir la boîte de Pandore, ensuite elles peuvent plus dire non. Elles peuvent plus dire non. Si ça sera très difficile. Pourquoi ? Et puis si elles ont donné tant à l'un. Parce que tout se sait. Exactement, ou en tout cas tout pourrait se savoir, même si on essaye de mettre dedans des garanties de confidentialité. Il y a un moment, c'est sûr que même si c'est à l'esbrouf, on est obligé de prendre en compte ce qui a déjà été donné, une espèce de jurisprudence un peu à l'intérieur de la société. Donc oui, il y a des politiques à mettre en place. Il faut réfléchir un peu en amont de savoir ce qu'on fait, notamment du côté employeur. Puisque il faut pouvoir anticiper le discours qu'on a lorsqu'on procède à des ruptures conventionnelles aux futurs employés qui pourraient vous poser la question de savoir si eux-mêmes pourraient bénéficier de ce dispositif. Merci. Est-ce que peut-être pour terminer, on pourrait dire un mot sur les ruptures conventionnelles collectives dont vous nous parliez en début d'émission, sont, je ne sais pas si c'est encore en phase de test ou en phase de rodage. Comment est-ce que ça se passe ? Il y a plusieurs dizaines déjà d'accords, puisque en fait ce sont des accords collectifs de rupture collective, puisque les ruptures conventionnelles individuelles
marche très bien, manifestement, en tout cas quantitativement. Donc le législateur, et notamment en disant Macron, a mis en place un dispositif qui s'appelle rupture conventionnelle collective, qui en fait s'apparente à des départs volontaires en réalité. Donc des départs volontaires organisés par accord collectif, donc signés entre les représentants des salariés et puis des employeurs. C'est aussi pour un petit peu contourner la législation sur le licenciement économique qui vous empêche de licencier pour motif économique dans un certain nombre de cas, alors même qu'on a des suppressions de postes. Et ce dispositif, en réalité, donc donne lieu à des dizaines d'accords. On pensait que ça marcherait encore mieux. Pour l'instant, on en est encore au début, parce que le dispositif a que à peu près 1 an et demi, bientôt 2 ans. Mais il marche et il est intéressant. Et là aussi, on est encore sur des accords gagnant-gagnant qui sont encadrés, bien encadrés, également par l'administration et puis également par les partenaires sociaux. Hugues de Ponsins, je vous remercie. Merci beaucoup, Mireille. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt.